bonjour à toutes et à tous en ce vendredi matin. Alors, je sais pas chez vous, mais enfin, je sais pas chez toi, Sophie, mais chez moi, c'est tout gris. On a l'impression que c'est la fin de la journée. Ah, nous, on a du soleil là. Ah, On a mince. des sorties, des éclaircies. On avait de la pluie ce matin, pluie froid bien démoralisant. Et là, ça y est, le soleil pointe le bout de son nez. Bon, par intermittence, hein, parce que là, tu vois, j'ai parlé trop vite, il y a un gros nuage. Bon. En tous Mais les ça cas, va. ce matin, on se retrouve pour parler d'un sujet qui intéresse beaucoup de monde. Ce sont les cosmétiques et les cosmétiques et leur impact sur la fertilité. Mm. Alors Sophie, je te reçois aujourd'hui. Donc je fais une petite présentation. Tu es ingénieure, chimiste, un Oui. peu sorcière aussi des fois, je crois, quand tu fais des mélanges J'aime bien faire ma sorcière, ouais. dans J'aime ton bien mélanger chaudron. mes produits. Exactement. J'aime bien mélanger mes petits produits, faire mes petites tambouilles. Donc Ouais, tu fais des savons. euh, ouais, Tu écris des livres sur ces questions-là. Donc comment c'est faire ces ça. savons, comment faire ces cosmétiques, enfin, tu as toute une série de livres. Et d'ailleurs, il y en a un qui vient de sortir. Ouais, il y en a un qui vient de sortir. Donc, Et qui, je pense, moi, pourrait m'intéresser parce que j'ai jamais le temps. Et là, je celui-là. crois que... C'est le dernier qui est sorti, c'est les cosmétiques super faciles fait maison. Et donc, dans le bouquin, en fait, ça permet en moins de 5 minutes, avec moins de 5 ingrédients, de réaliser des cosmétiques comme des gommages, des masques pour les cheveux, pour le visage, même parfois des soins, soins anti-rides, des petits soins pour les cheveux. Et juste avec ce qu'on a dans la cuisine. C'est-à-dire D'accord. qu'on ne prend pas d'autres ingrédients que l'huile d'olive, chocolat, yaourt, farine, compote de pommes, des fois, fruits, légumes, avec des petits zooms sur les ingrédients communs. Là, par exemple, la pomme, ce qu'on peut trouver d'intéressant dans la pomme et puis ce qu'on peut faire avec si D'accord. on veut se lancer dans la cosmétique fait maison, tu vois. Et derrière, tu as des recettes qui correspondent. Un masque anti-rides à la pomme avec juste une pomme, du miel, du yaourt. Voilà. Et je vous explique comment, avec juste ces trois ingrédients en moins de 5 minutes, on peut faire un soin pour la peau qui n'a rien à envier avec les soins qu'on peut trouver dans le commerce. Hmm. À utiliser tout de suite, par contre, parce Oui, que c'est ça. Il n'y a pas de on ne peut pas le conservateur. conserver. Mais si un dimanche, on trouve qu'on a la peau un peu en manque d'éclat et que on a un dîner et qu'on a les magasins fermés, qu'on n'a rien sous la main, voilà, des fois, avec juste ce qu'on a dans la cuisine, on peut se concocter en 5 minutes un petit masque pour booster l'éclat de la peau ou enlever un peu les ridules, tout ça. Et ça peut être une solution. Aussi quelque chose de ludique hein, à faire en famille. Moi, je sais que les enfants, ils aiment bien en Hmm. général se barbouiller avec des trucs sur la figure, enfin les filles en général. Et il vaut mieux finalement faire ça avec elles que de se mettre n'importe quoi sur la figure. Donc voilà, ça c'est le dernier qui vient de sortir. Les précédents détaillaient aussi des façons de faire des cosmétiques à la maison, mais c'était un peu plus technique, enfin technique. Disons que les ingrédients étaient un peu plus élaborés. J'utilisais de Oui. l'aloe vera, des huiles de noix de coco, beurre de karité, tout ça. Oui. Des Voilà, choses qu'il donc faut aller chercher dans des magasins un peu spécialisés. voilà, des choses bah, qu'on peut trouver maintenant en ligne assez facilement, hein, tu sais, avec tous les prestataires là qui t'offrent la possibilité, parce que ça devient de plus en plus commun de faire soi-même ses produits à la maison. Donc, on trouve de plus en plus facilement sur Internet, quand on a des difficultés à les trouver en magasin bio, on Hmm. trouve facilement tous les ingrédients sur Internet, quoi, Ok. si besoin. Voilà, et donc bah, j'en suis à mon septième bouquin là. Oui, Ouais, c'est bien septième ça. bouquin. Ah ouais, ouais, on a été productifs là depuis 3 ans et moi je m'éclate à faire ça. Voilà. Donc voilà. À la base, moi j'étais ingénieur chimiste. J'ai eu des gros soucis de santé, Hmm. déjà qui ont commencé par l'infertilité. Hein. J'arrivais pas à avoir mes enfants. Donc j'ai commencé à réfléchir à ma façon de consommer parce que je me demandais pourquoi j'avais ces difficultés-là. Et puis on entendait de plus en plus parler des perturbateurs endocriniens et des impacts de ce qu'on utilise au quotidien sur la fertilité des hommes et des femmes aussi. Donc j'ai commencé à m'intéresser à ça et j'ai vraiment été
à fond dans les produits naturels quand j'ai eu mes cancers du sein. Parce que j'ai eu un cancer du sein et une récidive l'année suivante. Et donc là, je me suis dit, on va arrêter les bêtises maintenant Mm. et on va vraiment essayer de consommer mieux pour éviter au maximum de s'exposer à ce genre de choses, hein. Même si des fois, bon, il y a des terrains sur lesquels on peut rien faire, hein, des terrains génétiques ou quoi, mais bon, dans la mesure du possible, si on peut éviter de consommer trop de cochonneries, voilà, c'est comme ça que je me suis dit, que j'ai vu les choses, j'ai dit on va éviter d'exposer mes enfants à toutes ces saloperies auxquelles nous, jeunes vieux des années 70-80, on a été exposés toute notre enfance. Je dis, bon, bah voilà, on va se mettre Mm. là-dedans. Et donc, avec mon background de chimiste, j'ai commencé à me pencher sur les alternatives possibles et donc sur tout ce qui était alternatives naturelles. Et ensuite, par extension, ce qu'on peut faire nous-mêmes à la maison pour être sûr vraiment de ce qu'on utilise. Mm. Voilà. Et je me suis Parce- rendu compte que c'était pas si difficile que ça de prendre soin de soi au naturel à la maison. Et j'ai voulu partager ça avec tout le monde, bah, avec mon Instagram mm. dans un premier temps sur mon compte Insta et ensuite avec les éditions Marie-Claire qui m'ont proposé d'écrire ces bouquins. Donc voilà, maintenant je m'éclate avec ça et je fais ce que j'aime et en plus ça c'est utile. J'ai l'impression Mm. que ça peut être utile. Voilà. Et justement, dans ta formation de chimiste, Oui, cet impact-là des produits chimiques en général sur la oui. santé humaine, c'est pas abordé ou c'était pas abordé à l'époque ou Non, très peu. Mm. Maintenant de plus en plus, mais il faut avouer que c'est plus pour des raisons financières qu'autre chose. C'est-à-dire que les gens commencent à s'informer avec les réseaux sociaux, puis des tas de maladies là qu'on voit débarquer. Les cancers du sein notamment, et puis tous les cancers hormonodépendants. Donc les gens commencent à se poser des questions et pour des raisons principalement économiques, les fabricants se penchent sur ces ingrédients problématiques qu'ils utilisaient jusqu'à maintenant, mais Mm. plus parce que ça leur fait une mauvaise publicité Mm. d'avoir dans leur liste INCI, c'est-à-dire la composition du produit, d'avoir des choses un peu négatives, c'est ça qui pose problème. On sonne chez moi. Juste une seconde. Vas-y, Je vas-y. reviens tout de suite. Donc je peux en profiter pour préciser que si vous avez des questions, vous pouvez les écrire dans l'espace Q et R, questions et réponses. Et puis on fera un petit montage. On coupera au montage, comme on dit. Voilà. Je suis vraiment désolée. Comme j'ai ma belle-mère qui habite à côté de chez moi, des fois, j'ai toujours peur qu'il y ait des problèmes. Et là, c'était la factrice. Rien à voir. On coupera au montage. Désolée pour ceux qui sont en direct là. Du contretemps. Bon, Alors voilà. tu peux nous expliquer justement Donc, bah, les aujourd'hui, produits voilà, je pense problématiques et tout ça. que cette conférence, elle peut être utile aux gens qui vont y assister. Parce que je suppose que si vous êtes là, c'est que vous êtes peut-être en parcours PMA. Putain, j'ai compris. Ou vous envisagez peut-être un parcours PMA à venir. Et donc, vous voulez bien entendu optimiser vos chances de réussite. Et c'est pour ça que quand on pense à soi, attends, je vais prendre Vas-y. juste un verre. Je vais faire sprint pour descendre les trois étages. Excuse-moi. Donc, il y a des tas d'études, et maintenant on le sait de plus en plus, on en parle de plus en plus, que ce soit dans les médias ou sur les réseaux. On parle des études qui ont démontré les effets néfastes sur la fertilité de plein de substances qui Mm. entrent dans la composition des cosmétiques qu'on utilise au quotidien. Et aujourd'hui, moi, je voulais vraiment me consacrer. Respire, respire. Oh, je te jure, j'ai fait un sprint. J'ai descendu les deux étages. En 2 minutes, j'en peux plus.
Tu vois, c'est ça le manque d'exercice aussi, ou la vieillesse. Mm. Donc aujourd'hui, je vais vous parler des perturbateurs endocriniens parce que finalement, c'est ça qui pose problème dans les cosmétiques qu'on utilise. Ce sont essentiellement ces perturbateurs endocriniens qui vont être pointés du doigt lorsqu'on est en parcours PMA et qu'on veut essayer de mettre toutes les chances de son côté pour réussir. Parce que ces perturbateurs endocriniens, ils agissent, comme leur nom l'indique, sur le système endocrinien, c'est-à-dire sur toutes les hormones qui produisent les hormones corporelles et donc qui permettent la fertilité des femmes et des hommes, parce que les hommes sont aussi concernés par ça. Donc, attends, quand on veut concevoir un enfant, bien sûr, et même avant, hein, c'est important de mettre tout en œuvre pour protéger nos hormones corporelles qui vont jouer ou qui jouent actuellement, si on est en essai de grossesse, un rôle primordial dans le processus de la conception, puis après dans la grossesse. Mais c'est important de se pencher sur le sujet, même si on n'est pas un projet de grossesse immédiat, parce que, comme on verra, c'est l'effet d'accumulation de ces perturbateurs endocriniens qui vont poser problème. Donc, même chez les préadolescents ou préadolescentes, il faut porter une attention particulière sur les produits qui peuvent contenir des perturbateurs endocriniens parce que ça peut avoir un effet euh, des années après, des dizaines d'années après, sur leur projet d'enfant futur. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment absolument éviter toutes les substances qui peuvent être reconnues pour être dangereuses pour le système reproducteur et notamment particulièrement quand on est en parcours de PMA du coup. Et donc aujourd'hui, moi je vais vous lister en gros les perturbateurs endocriniens potentiels dans les produits cosmétiques qu'on utilise. Et ensuite, je rentrerai dans les détails de ces composants, de ces grosses familles de perturbateurs endocriniens, en vous indiquant notamment comment les éviter. Et tout simplement, ce sera en regardant la composition de votre produit et je vais vous donner des petites astuces pour les repérer facilement dans la composition de vos produits et pour les éviter dans les produits que vous utilisez au quotidien. Donc, les perturbateurs endocriniens, ce sont des grosses familles de molécules et les études ont démontré que les principaux perturbateurs endocriniens qu'on trouve dans les cosmétiques au quotidien, qu'on utilise au quotidien, ce sont tout d'abord les parabènes, certaines huiles minérales, des filtres UV, qui sont les filtres qui permettent de protéger la peau du soleil, les composés perfluorés, ce sont des composés qui rentrent dans la composition de certains cosmétiques, les phtalates, on en parle de plus en plus, et le triclosan. Ça, le triclosan, je pense que vous en avez certainement déjà entendu parler également. C'est un composé qui est vraiment pointé du doigt en ce moment. Donc, au cours de la conférence, je vais les aborder en détail les uns après les autres. Voilà. Et donc, ce qu'il faut bien retenir, c'est qu'ils sont présents en petite quantité. C'est pour ça qu'ils sont toujours autorisés en France. C'est parce que dans les cosmétiques dans lesquels ils rentrent dans la composition, ils sont présents en toute petite quantité, mais le danger, c'est qu'ils sont omniprésents dans tout ce que vous allez utiliser. Dentifrice, shampoing, gel douche, déodorant, le maquillage, les produits de soins capillaires, il y en a de partout, à petite dose, mais de partout. Et donc, il y en a de toutes sortes. Donc, il n'y a aucune non plus liste exhaustive établie parce qu'il y en a énormément, mais il y a des études en cours. Cependant, même s'ils sont présents en toute petite quantité, ce qui va poser un problème pour la santé, c'est l'effet cocktail. C'est ça qui est préoccupant. C'est-à-dire que c'est la combinaison de ces perturbateurs endocriniens et finalement la quantité qu'on va en absorber par les pores de la peau, par le nez, etc., au quotidien. Voilà. Et il a été démontré en plus que même à faible dose, certains perturbateurs endocriniens, lorsqu'ils sont associés entre eux, par exemple, il y en a un qui est dans un dentifrice, un autre qui est dans un déodorant, quand ils sont associés entre eux au sein du corps, ils pénètrent dans votre corps, et quand ils sont associés, même à petite quantité, leur effet néfaste est décuplé. Donc, c'est pour ça que c'est très difficile de les étudier, très difficile de les interdire, parce qu'autant certains
vont être complètement inoffensifs tout seuls. Autant si vous avez un autre perturbateur endocrinien qui vient, ils vont faire un effet cocktail détonnant. Voilà, et il y en a tellement que c'est très difficile à dire quand les associations de perturbateurs endocriniens vont être à problème, notamment parce que les fabricants ne savent pas quel produit vous allez utiliser. Ils ne peuvent pas vous dire, attention, le déodorant Nivea, ne l'utilisez pas avec le dentifrice, je sais pas quoi, parce que ça peut poser problème. Donc, c'est très compliqué. Donc, c'est pour ça que dans la mesure du possible, autant essayer de les éviter complètement. Comme ça, on n'a pas de problème et on évite ce genre de soucis, d'accumulation et de cocktails néfastes. Voilà. Donc, la première catégorie à éviter absolument, comme perturbateurs endocriniens, ce sont les parabènes. Alors, les parabènes, qu'est-ce que c'est? Ce sont des produits chimiques, hein, de toute façon, c'est tout de la chimie, qui sont utilisés comme conservateurs dans les produits cosmétiques. Et notamment dans les années 80, on les utilisait énormément parce que c'était vraiment le conservateur révolutionnaire. Jusqu'à ce qu'on établisse, que des études montrent qu'ils sont associés à des perturbations endocriniennes, mais aussi à un risque accru du cancer du sein chez la femme, mais aussi chez l'homme, lorsqu'on les utilise trop fréquemment et à doses trop élevées. Trop élevées. Quand tu utilises des parabènes, attends, ça bouge, c'est bon. Quand tu utilises les parabènes au quotidien, c'est là que ça pose vraiment, vraiment problème. Et de plus en plus, donc ils sont pointés du doigt, de plus en plus, on arrive à démontrer, même si les études sont encore un peu contradictoires, mais on arrive à démontrer que le parabène, c'est vraiment un ingrédient à éviter absolument quand on veut éviter d'avoir un effet hormonal corporel. Et sur vos produits, l'avantage, c'est qu'on les repère très facilement. Parce que quand vous regardez l'étiquette de la composition de votre produit, souvent au dos du produit, vous avez toujours méthylparabène, éthylparabène. Donc, dès que vous voyez un truc parabène sur vos produits, là, il faut complètement le mettre de côté et les éviter absolument. Voilà. Donc, les parabènes, dans un premier temps. Ensuite, vous avez les huiles minérales qui ont été associées, du moins certaines d'entre elles, à des effets perturbateurs endocriniens. Donc, au sujet des huiles minérales, on peut se rassurer un peu parce que c'est vrai que toutes les huiles minérales ne sont pas égales, hein. Il y a leur sécurité qui dépend vraiment de la qualité et de la pureté de l'huile minérale qui est utilisée. Donc, c'est ça qui peut être rassurant. C'est que si on utilise un produit de qualité, on a moins de probabilité de tomber sur une huile minérale polluée. Donc, le souci avec les huiles minérales qui se pose, ce n'est pas l'huile minérale en elle-même, c'est les impuretés qu'elles peuvent contenir et qui sont les trois quarts du temps identifiées comme perturbateurs endocriniens. C'est-à-dire que lorsqu'on raffine l'huile minérale parce qu'elles sont issues du pétrole, les huiles minérales, hein, comme vous le savez certainement, donc lorsqu'on va les raffiner pour en faire des composants purifiés pour les cosmétiques qu'on utilise, eh bien, il y a certains composés aromatiques, donc des composés problématiques, qu'on appelle les HAP, qui peuvent se former et certains HAP peuvent interférer avec le système hormonal et donc poser problème. Donc, bien sûr, comme d'habitude, hein, les effets sur la santé vont dépendre de la dose utilisée et de la fréquence d'utilisation. Et comme je vous l'ai dit précédemment, aussi de la qualité de l'huile minérale utilisée. Donc, il vaut mieux se tourner, si l'on peut, vers des marques de qualité. Je Hmm. pense notamment à la crème Nivea. La crème Nivea, c'est la crème à l'huile minérale par excellence, hein. Tout le monde en parle. L'huile minérale, la Nivea, elle est faite avec la paraffine, enfin, c'est de l'huile minérale occlusive. Mais Nivea reste une marque sur laquelle quand même on peut se reposer, on peut avoir confiance. Si on tient vraiment à utiliser son huile Nivea, on sait que Nivea, c'est une grande marque et qu'ils ne vont pas prendre le risque d'utiliser des ingrédients Hmm. pollués ou des Frelaté. ingrédients qui peuvent poser problème. Voilà, ils ont une image de marque à respecter. Donc, on sait que si on se tourne vers la crème Nivea, qui est une grande marque, il y aura moins de soucis. Par contre, si vous prenez l'équivalent crème Nivea de chez, je ne sais pas moi, des petites marques de supermarché ou chez Action ou chez Babou, je ne sais pas, ça peut être un peu plus problématique parce que là, on n'a pas la garantie d'une grande marque. Hmm. Donc,
voilà. Dans le doute, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a plein de grandes marques qui utilisent des alternatives plus sûres et qui remplacent carrément leurs huiles minérales par des huiles végétales pour éviter les risques. Mais bon, sachez que pour éviter tout problème, si vous avez de l'huile minérale dans votre produit, tournez-vous vers les grandes marques, les marques avec une image de marque à garantir, quoi. Mm. Voilà. Euh, Dans la composition INCI, c'est assez difficile de savoir avec certitude si on a des HAP ou pas, dans la mesure où, comme je vous l'ai dit, ce sont des polluants. Donc, c'est des polluants qui vont rentrer dans la paraffine ou dans l'huile minérale qui va être dans la composition. Donc, on ne sait pas si on en a ou pas dans l'huile minérale qu'on va utiliser, qui fait partie de la composition du produit qu'on va utiliser. Par contre, si vous voulez vraiment vous affranchir de tout doute, eh ben, il suffit de rechercher les ingrédients comme paraffine ou paraffine liquide ou huile minérale dans la composition de votre produit. Et là, vous pouvez être sûr que il y a de l'huile minérale. Donc, si vous voulez vraiment l'éviter à tout prix, faut mettre ce produit-là de côté et se tourner vers d'autres produits. Après, vous pouvez aussi chercher, et maintenant on en trouve facilement, des alternatives de crème hydratante notamment, parce que l'huile minérale sert à hydrater la peau par effet occlusif. Aujourd'hui, avec justement la recherche sur les produits naturels qui s'étendent de plus en plus, on peut trouver très facilement des alternatives très valables composées exclusivement d'huile végétale. Parce qu'avec les huiles végétales, vous n'aurez aucun problème. Donc, huile d'avocat, huile de jojoba, huile de noix de coco, huile d'argan, ce sont des alternatives plus sûres et plus saines. Et donc, vous pouvez regarder sur la composition de la crème que vous voulez utiliser, qu'on ait bien des huiles végétales et pas des huiles minérales comme agent occlusif hydratant. Et donc, ça peut être une solution aussi pour éviter tous les problèmes de perturbations endocriniennes créées par les huiles minérales. La troisième catégorie de produits qui posent problème pour le système endocrinien féminin et masculin, hein, ce sont les filtres UV. Mm. Parce qu'il y a certains filtres UV dans les cosmétiques qui ont été formellement associés à des perturbations endocriniennes. Donc, les filtres UV, malheureusement, c'est assez difficile de s'en passer, surtout l'été. Bon, l'hiver, moi, je conseille quand même d'en appliquer sur la peau parce que les UV, il y en a. Qu'il fasse beau, qu'il fasse pas beau, qu'il y ait des nuages ou pas, il y en a. Mais vous pouvez vous tourner préférentiellement vers les filtres minéraux. Donc, c'est-à-dire que dans votre composition, il faut qu'il y ait soit de l'oxyde de zinc, soit du dioxyde de titane. Du dioxyde de titane, pas nano. Parce Mm. qu'il y a eu une polémique, une grosse polémique sur le dioxyde de titane il y a quelques temps, mais il ne faut pas confondre le dioxyde de titane macro, c'est-à-dire les grosses molécules du dioxyde de titane qui ne vont pas euh, s'accumuler dans le corps, voilà, qui vont être éliminées facilement, et les particules nano, qui sont des particules nanométriques qui, elles, posent un risque pour la santé. Donc, dans le doute, oxyde de zinc. Voilà, pas dioxyde de titane si ça vous embête, mais oxyde de zinc, ça ira très bien. Et filtres minéraux préférentiellement, parce que les filtres chimiques sont des perturbateurs endocriniens. Ou alors carrément, vous ne mettez pas de filtre UV, mais dans ces cas-là, c'est protection avec Chapeau, chapeau, etc. ombrelle. Voilà. Le problème, c'est que maintenant, dans beaucoup de crèmes cosmétiques, il y a des filtres UV d'office. Ah oui. Voilà. Bon, après, on peut pas non plus, on peut pas non plus tout bannir, hein. Et, on peut pas, on peut pas être à 0% de perturbateurs endocriniens au quotidien. Donc, tout est une question d'équilibre. Euh, Après les filtres UV, une autre grosse catégorie de perturbateurs endocriniens, ce sont les composés perfluorés. Alors, les composés perfluorés dans les cosmétiques, ils vont être utilisés pour améliorer la texture et la sensation à l'application du produit sur la peau. Ils sont présents dans certains fonds de teint, dans certaines crèmes hydratantes ou dans des produits anti-âge euh, qui, euh, et donc ces composés perfluorés vont permettre de créer, d'apporter une texture lisse et soyeuse au produit. Et Mm. donc, non seulement d'avoir, notamment pour les fonds de teint, une application plus facile et plus uniforme, mais pour les produits anti-âge, etc., une, un- comment dire, une douceur à l'application
accentué et donc un plaisir d'utilisation qui est plus important. Mais ces composés perfluorés posent quand même problème parce que ce sont des perturbateurs endocriniens avérés, quoi. Donc, vous pouvez tout de même les détecter facilement dans la composition INCI du produit que vous allez utiliser en voyant perfluoro ou polyperfluoro sur l'étiquette. Voilà. Si vous voyez fluoro quelque chose, c'est qu'il y a des composés perfluorés à éviter. Après, c'est vrai que certains fabricants, notamment quand on prend des fabricants hors France, utilisent des qualifications un peu plus barbares et un peu plus difficiles à repérer. D'accord. Donc, mais sur les produits de marques de qualité française et, et sur les grandes marques en général, fluoro quelque chose, perfluoro quelque chose, polyperfluoro, il faut éviter. Voilà. L'avant-dernière grosse catégorie de perturbateurs endocriniens, et on en parle de plus en plus maintenant, ce sont les phtalates. Voilà, les phtalates, eux, ils sont utilisés, c'est un peu comme les composés perfluorés, ce sont des agents de texture. Ils vont rendre le produit plus agréable à utiliser. Et les phtalates, eux, ils sont utilisés comme plastifiants. Donc, ils vont Hmm. améliorer la flexibilité, donc le plaisir à l'application des crèmes ou des lotions. Et ils vont aussi servir à la durabilité du cosmétique. Ça va être aussi, ils vont être aussi utilisés comme conservateurs dans certains produits. Voilà. Ils sont présents également dans certains parfums, certaines lotions pour le visage ou le corps, justement pour l'application plus sympa, plus douce, plus lisse, qui glisse mieux. Mais aussi, on les retrouve dans les vernis à ongles, dans les produits capillaires et donc, par extension, dans plein de produits destinés au maquillage comme les fonds de teint. Voilà. Il faut éviter les phtalates parce que vraiment, ça a été prouvé que ce sont des produits problématiques, perturbateurs endocriniens avérés, etc. Et donc, pour les éviter, c'est compliqué. Il faut se diriger vers des produits sans parfum ajouté ou des produits qui mentionnent explicitement qu'ils sont garantis sans phtalates. Voilà. Les produits bio, notamment, vous pouvez être sûr qu'ils sont garantis sans phtalates. Malheureusement, les trois quarts des crèmes qu'on utilise aujourd'hui sont parfumées. Et si elles ne sont pas parfumées aux huiles essentielles, vous pouvez être sûr qu'il y aura des phtalates dans ce que vous utilisez. Après, c'est un choix à faire. Voilà. Soit vous choisissez d'avoir des produits qui sentent un peu moins bons, qui sont un peu moins agréables à utiliser, les produits bio notamment. Soit, ben, malheureusement, c'est une catégorie de produits qui est assez compliquée à éviter. Voilà. Ça, c'était les phtalates. Et le dernier perturbateur endocrinien, qui est bien connu du grand public maintenant, parce qu'il a eu vraiment de la mauvaise pub ces dernières années, c'est le triclosan. Hmm. Donc, le triclosan, qu'est-ce que c'est? C'est un agent antimicrobien qui est utilisé dans divers produits d'hygiène corporelle, comme les dentifrices, comme les déodorants, parce qu'il prévient la croissance des bactéries et des champignons. Et du coup, il protège officiellement, contre les infections et contre les odeurs corporelles. Donc, c'était un ingrédient qui était très utilisé, notamment dans les Hmm. déodorants, et qui est utilisé encore d'ailleurs. Il y a certains déodorants qui ont toujours le triclosan à l'intérieur. Il y a des études qui ont démontré ces effets négatifs à long terme pour la santé et aussi sur ces effets cancérogènes possibles. Donc, il a été pour ça réglementé dans certains pays. En France, on a beaucoup diminué son utilisation à cause de ça. Hmm. Pas forcément pour des raisons de santé, mais aussi parce que ça fait de la mauvaise publicité à un fabricant de déodorant d'avoir du triclosan dans ses ingrédients. Donc, il faut quand même rester vigilant parce que on en trouve quand même couramment dans les déodorants qu'on utilise, qu'on achète en grande surface. Donc, lui, par contre, il est très facile à repérer, hein. Le nom, c'est triclosan. Il Ok. n'y a pas de- d'autre nom que triclosan dans la composition INCI du produit. Donc, lui, on le repère comme ça. J'ai noté également, parce que du coup, il y a un truc qui me perturbait, c'est que j'avais l'impression que certaines marques continuaient d'utiliser le triclosan, mais on ne le voyait plus apparaître sur la composition NCI. Et je me suis rendu compte qu'on peut aussi l'identifier avec un numéro Ah. qu'on appelle numéro CAS.
Et alors, le numéro, si vous avez de quoi noter, ou vous reviendrez plus tard si la vidéo est enregistrée, c'est le 3380-34-5. Et ce numéro-là, c'est un numéro qui signifie qu'il y a du triclosan dans le déodorant, mais sans mettre explicitement le nom triclosan. Et donc, c'est une petite manière détournée de rendre le produit un peu plus acceptable dans sa composition, alors qu'en fait, la composition, elle est quand même assez douteuse. Voilà. Ok. Donc, pour limiter les risques d'exposition, qu'est-ce que je pourrais vous conseiller? Donc, outre d'éviter l'utilisation maximum de de produits qui contiennent ces perturbateurs endocriniens, donc je récapitule, hein, les parabènes, certaines huiles minérales, certains filtres UV, les composés perfluorés, les phtalates et le triclosan. Donc, moi, je vous conseillerais, pour être sûr de ce que vous utilisez, de vous tourner vers les produits bio, bien entendu. Parce que ce sont des produits qui sont en général, 99% de ces produits-là éco-responsables et d'origine naturelle. Ensuite, il faut qu'ils soient certifiés bio et éco-responsables. Il faut faire Mhm. attention maintenant au greenwashing, comme on appelle ça, c'est-à-dire des produits qui s'estampillent naturels alors qu'ils n'ont rien de naturel dans leur composition. Il faut faire très attention aux effets d'annonce, des packaging, de ce qu'on achète. Et c'est Et la pour ça que, certification, elle est voilà, la, validée comment? la certification bio, on la voit sur l'emballage. Mhm. C'est marqué certifié bio écossaire. Ah C'est oui. marqué, voilà, il y a des certifications sur l'emballage. Pour les savons, par exemple, si vous voulez être sûr qu'il n'y ait pas de triclosan, parce qu'il y a certains savons qui sont vendus comme antibactériens et dans lesquels il y a du triclosan, il faut que ce soit saponifié à froid ou avec une composition sans triclosan. Mais tournez-vous vers les savons saponifiés à froid. Et là, pareil, il y a un logo saponification à froid. Il y a toujours des logos, en fait, et des certifications sur les produits bio. Donc, essayez de voir aussi, de vous tourner vers les produits qui ont les compositions les plus simples possibles. Mhm. Quand une composition, il n'y a qu'une dizaine d'ingrédients, c'est plus rassurant. Enfin, vous pouvez être sûr qu'il y aura moins de cochonneries que dans des compositions qui ont une vingtaine d'ingrédients et dans lesquels il y aura des conservateurs, des parfums, voilà, des agents de texture. Voilà, tournez-vous vers des compositions les plus simples possibles. Voilà, essayez aussi au maximum les produits sans parfum. Ou alors parfumer avec les huiles essentielles. Quoique les huiles essentielles peuvent poser problème, Mhm. des problèmes d'irritation cutanée quand on a la peau sensible. Et quand on est en parcours PMA, les hormones parfois peuvent augmenter la sensibilité cutanée. Et donc, et puis pendant la grossesse, bien sûr, les huiles essentielles, c'est interdit. Mhm. Donc voilà, mes conseils, ça pourrait être ça. Vous avez aujourd'hui des applications sur smartphone qui permettent aussi, si vous n'êtes pas familière avec les compositions INCI ou que vous avez juste la flemme de regarder, bah, vous avez ces applications qui font ça pour vous, hein. Je pense, je ne sais plus comment ça s'appelle l'application. Des applications comme... Oui, avec une carotte, là, c'est une carotte. Ouais, c'est ça. C'est Yuka. Yuka, Voilà. c'est ça, Ça- Yuka. Yuka qui permet de vérifier la composition du produit et de vous dire tout de suite s'il y a des produits qui posent problème ou pas. Après, il faut se méfier aussi de Yuka parce que par exemple, il y a des produits bio qui vont être mal notés parce qu'ils ont juste une huile essentielle à l'intérieur et que Yuka le note comme très problématique pour les irritations cutanées. Donc, Mhm. il faut toujours être critique en fait dans les produits qu'on achète et qu'on choisit. Et même avec les applications qui peuvent aider comme ça, il faut être quand même critique. Mais ça peut être une grande aide quand on ne sait pas trop vers quoi se tourner et quand on veut commencer à se pencher sur la composition des produits qu'on utilise. La Voilà. question antimicrobienne, je pense que c'est une question importante parce que même dans les produits bio, si tu veux, quand tu ouvres un tube de produit X ou Y, généralement, ça va te durer longtemps. Donc, je sais pas, Oui. soit il faut qu'ils se mettent sur des dispositifs très petites doses, que tu utilises presque des doses uniques, mais ça pose le problème des déchets ensuite. Mais comment est-ce qu'ils remplacent justement dans un tube X ou Ouais. Y, mais qui est bio, le triclosan? Est-ce qu'il y Hmm. a Ah des oui, il y a des. approches? Ouais. Alors, tu as des conservateurs antimicrobiens totalement bio.
Notamment, on peut utiliser dans certains produits bio de l'huile de pépin de pamplemousse, qui est un conservateur reconnu. Mhm. Et c'est pour ça aussi quand même que les produits bio ont une durée de vie plus limitée que les produits conventionnels qu'on achète en grande surface ou n'importe où, parce que bah, les conservateurs sont naturels, donc moins efficaces sur Mhm. la durée. Tout aussi efficaces dans leur efficacité à proprement parler, mais avec une durée de vie moindre. Donc, mais il y a des conservateurs naturels comme l'huile de pépin de pamplemousse qui marche très bien. La vitamine E, qui permet de conserver aussi les produits cosmétiques, notamment ceux à base d'huile végétale, de façon très acceptable, vraiment très très bien. Il y a aussi certaines huiles comme l'huile de romarin, qui a un effet antimicrobien et conservateur, les huiles végétales notamment. Non, il y a des alternatives bio très acceptables. Mais ce sont des conservateurs naturels. Donc, des conservateurs qui vont permettre d'utiliser un produit, par exemple, sur 3 mois, au lieu de 12 mois, par exemple, pour un produit conventionnel. Donc, c'est pour ça que quand on achète bio, il vaut mieux acheter en plus petite contenance pour pouvoir, ou alors carrément Maintenant, il y a les pots rechargeables. J'ai vu des crèmes pour le visage ou pour le corps qui sont vendues une première fois dans un contenant métallique ou en verre. Et par la suite, on peut acheter juste les recharges dans des poches biodégradables et on remplit juste son contenant. Donc ça, c'est bien aussi. Ça permet d'acheter en plus petite dose et pas payer non plus trop cher. Parce que c'est vrai qu'acheter plus gros, c'est moins cher. Donc, ça permet de trouver un bon compromis, quoi. Mais ouais, les conservateurs, on peut en trouver des naturels qui font le job très, très bien. Je sais pas s'il y a d'autres questions. Ah, je t'entends plus. Je sais pas si. Ah oui, non, c'est moi qui coupe Ah, mon voilà. micro et après, je disais, si vous avez des questions, c'est le moment de les écrire. Et moi, j'en avais plus à part cette question de comment on lutte contre les microbes dans les produits bio. Mais voilà. Est-ce que toi, tu nous présentes Alors, moi, comment faire des choses chez Voilà. toi? Donc, en fait, je voulais vous présenter une alternative super facile à préparer de sérum pour le visage. C'est-à-dire que de plus en plus, on voit sur les réseaux, etc., à la mode, les routines beauté. C'est-à-dire qu'il faut appliquer des sérums, des crèmes euh, avant de se maquiller, etc. Donc, on prend de plus en plus soin de sa peau et c'est bien. Moi, je trouve ça plutôt bien. Maintenant, il y a sérum et sérum. Il y a des sérums qui posent problème parce que pour avoir cette texture justement assez fraîche, gelée, absorption rapide par la peau, etc., bon, il y a souvent des additifs qui posent problème. Donc moi, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de faire ensemble un sérum pour le visage qui va être adapté à votre problématique de peau et que vous pouvez mettre sous votre crème de jour habituelle. Donc, c'est un sérum qui est super facile à faire, que la recette, elle est issue d'un de mes bouquins, tout simplement, je ne suis pas embêtée de celui-ci. Je fais mes cosmétiques naturels. Et, alors, attendez, je vais essayer de vous... Voilà. Merci. Et donc, il ne va pas falloir grand-chose pour pouvoir réaliser ce sérum-là. Juste un bol que vous allez bien désinfecter au préalable avec de l'alcool ou même si vous n'avez pas d'alcool à 90 degrés avec de la vodka ou même de l'alcool à 70, ça marchera très bien. Une cuillère et voilà. Les ingrédients qu'il vous faut, c'est du gel d'aloe vera, de l'hydrolat. Alors les hydrolats, ce sont des eaux florales. On peut utiliser de l'eau minérale, hein, tout simplement de l'eau minérale toute bête. Mais si on veut apporter
un ingrédient un peu plus qualitatif à son sérum, on peut se pencher vers des hydrolats qui se présentent sous cette forme-là. Donc là, par exemple, c'est un hydrolat de charomazone et là, c'est un hydrolat de géranium. C'est une eau florale, hein. C'est juste une eau florale, mais ça va apporter un petit effet tonifiant et un petit effet cosmétique supplémentaire à votre préparation. Oui, parce qu'il y a la plante, la Voilà, parce plante. que en fait, les hydrolats sont les résidus, enfin, le résidu aqueux des distillations des plantes. Et donc, ils ont cet effet actif, moins intense que l'huile essentielle originale, mais avec quand même les composés actifs de l'huile essentielle de base. Donc, moi, ce que je vous conseille pour la peau, c'est de vous tourner vers des huiles, des eaux florales comme la lavande, qui marche très bien sur toutes les peaux, même les peaux sensibles, ou alors sur la rose de Damas, qui va être plus indiquée pour les peaux matures. Le géranium, qui marche super bien sur tous les types de peau, peau mature, peau sensible. Le géranium, c'est vraiment super pour la peau. Et si vous avez la peau un peu grasse, hydrolat de citron. C'est un hydrolat qui est super pour purifier la peau, la nettoyer et la rafraîchir efficacement. Donc, vous choisissez un de ces hydrolats là. Vous allez avoir besoin aussi d'huile végétale. Donc, l'huile végétale, c'est pareil. En fonction de votre type de peau, vous allez orienter votre choix vers une huile végétale plutôt qu'une autre. Si vous avez une peau acnéique, par exemple, vous pouvez vous tourner vers de l'huile de NEM. NEEM. C'est une noix qui est de plus en plus connue pour ses effets antibactériens sur la peau. Et ça, c'est super si vous avez la peau à tendance acnéique ou pour les peaux jeunes, pour les ados, par exemple. Si vous avez la peau juste grasse, l'huile de noisette. L'huile végétale de noisette, elle est super pour la peau grasse. Ensuite, si vous avez la peau sèche, ça sera préférentiellement l'huile d'avocat. Peau mature, la rose, rose musquée. Ça, c'est super pour les peaux matures et pour les crèmes anti-rides. Et sinon, si vous avez par exemple des traces de cicatrices d'acné ou des rougeurs sur la peau diffusées, etc., et vous voulez en même temps un petit effet antioxydant, anti-rides, etc., l'huile d'argan, elle est très bien. Donc, pareil, vous choisissez une huile végétale. Donc, gel d'aloe vera, une eau florale au choix, une huile végétale au choix, en fonction de vos problématiques particulières. Et ensuite, on va ajouter, on en parlait tout à l'heure, un conservateur Mm. naturel, parce qu'on va faire un petit flacon de sérum. Donc, il faut toujours des conservateurs, parce qu'on ajoute dans notre recette des eaux florales, etc., et de l'aloe Oui. vera, qui sont des composés aqueux. Et donc, les bactéries peuvent se développer en milieu aqueux. Donc, il faut quand Mm. même utiliser un conservateur. Donc, comme je vous le disais, vous pouvez vous tourner vers l'extrait naturel de pépins de pamplemousse. On va en utiliser que quelques gouttes, mais ça marche très très bien. Ça, on le trouve de partout. En magasin bio, maintenant, on le trouve très facilement. Et vous avez sinon, chez les fournisseurs Internet hein, de cosmétiques naturels, quand on veut faire la cosmétique soi-même, on trouve carrément des conservateurs naturels tout prêts. Là, ça s'appelle Cosguard. C'est un conservateur naturel, très efficace. Ça, c'est moins facile de trouver. Quoique, on en trouve maintenant en magasin bio, mais c'est un peu plus, comment dire, c'est moins répandu que l'huile de pépins de pamplemousse. Voilà. Et sinon, vous avez la vitamine E qui, elle, va permettre de conserver tout ce qui est huile végétale et donc d'augmenter encore la durée de vie du produit. Donc, pour faire ce petit sérum, j'ai mon cahier à côté, il va vous falloir 30 grammes de gel d'aloe vera. Donc, vous avez une petite balance, vous pesez 30 grammes de gel d'aloe vera dans un petit contenant comme ça et vous le mettez dans votre bol. Moi, je sais T'as la par technique, cœur ce toi. que ça fait, à peu près. Je vais faire comme ça. Il vous en faudra 30 grammes. 30 grammes de gel d'aloe vera. C'est ce qui va faire la base, en fait, la base de votre sérum et ce qui va permettre au sérum d'avoir cet effet non gras, frais et en même temps facilement absorbé par la peau. En fait, ça va être la base de votre sérum, c'est l'aloe vera. Donc, attendez, bougez pas. Je vais chercher quand même une petite balance.
Ça sera plus simple. Comme ça, Je je pense fais la qu'on même a, chose que ce que vous pourrez faire chez vous, comme ça. on peut avoir aussi des inquiétudes à faire les choses soi-même parce ça peut être un peu stressant de se dire, oh là là, faut pas non plus se tromper dans les dosages, il faut bien le conserver, il faut que ce Oui, qu'on fabrique soit hygiénement, d'un point de c'est vue ça. d'hygiène. L'essentiel, enfin, ce qui est vraiment très important lorsque vous faites votre propre produit cosmétique à la maison, c'est de bien désinfecter tous vos contenants. D'accord. Voilà. La cuillère que vous utilisez, le plan de travail que vous utilisez, parce que la cuillère, regardez, on la pose sur le plan de travail, donc là, voilà, on la Hmm. contamine en faisant ça. Donc il faut bien que le plan de travail soit désinfecté, le contenant soit désinfecté et vos mains soient propres. Vous pouvez mettre des gants. Ok. C'est mieux de mettre des gants. Après, moi, je ne vais pas mettre les doigts dedans. Donc, voilà. Mais les gants, c'est toujours bien aussi. Et si vous utilisez certains produits, notamment en poudre, ou qui ont des odeurs fortes comme les huiles essentielles, etc., vous pouvez mettre aussi un masque pour vous protéger. Mais l'essentiel quand on fait sa cosmétique à la maison, c'est de désinfecter son matériel et son contenant. Donc oui, pour ce sérum-là, comme contenant, vous trouvez maintenant un peu de partout des contenants de ce genre-là, hein. Là, c'est un contenant flacon pompe. Ça, c'est super pour ce genre de sérum à la texture fluide. Hmm. Sinon, vous pouvez carrément récupérer des vieux contenants que vous aviez. Ça, je crois que c'était un démaquillant que j'avais acheté de la marque Uriage. Donc, c'est du plastique. C'est embêtant. Moi, je n'aime pas trop jeter le plastique. Alors, du coup, je l'ai récupéré. Je me suis dit, Hmm, ça me hmm. servira toujours hein, pour faire quelque chose. Donc, ça peut convenir aussi très bien. Sinon, le verre, c'est super. Et sinon, si vous voulez que ce soit un peu plus simple à l'application, un petit contenant de ce genre-là, hein, vous pouvez recycler ce que vous avez déjà à la maison. Ouais. Voilà. Et ça, il faut les désinfecter aussi. Ça, c'est important. Donc, le Ok. contenant et les accessoires de préparation. Donc, je vous disais, vous mettez 30 grammes de gel d'aloe vera dans votre petit pot et vous ajoutez 15 grammes d'eau florale. Donc, 15 grammes d'eau florale. Hop. Vous choisissez l'eau florale qui vous convient. Vous pouvez même faire des mélanges d'eau florale si vous avez envie de vous amuser un petit peu. Par exemple, bon, moi, je vais dire que je fais un truc pour les peaux grasses. Donc, je vais utiliser l'hydrolat de citron. Donc là, je vais en mettre 15 grammes. Alors, vous, chez vous, je vous conseille d'utiliser une pipette. Vous savez, les petites pipettes. Ou Oui. alors voilà, parce que une fois que l'eau florale ou l'ingrédient, il a été enlevé de la bouteille, je vous déconseille de remettre à l'intérieur du Hmm. contenant pour éviter justement les contaminations. Donc, avec la pipette, la pesée est plus précise. Bon, moi, j'ai l'habitude, alors j'y vais comme ça, mais avec une pipette, la pesée est précise et au moins, vous risquez pas de faire de bêtises. Hmm. Et les eaux florales, Les ça eaux se con- florales, au frigidaire ou c'est comment? à Je n'ai pas temp- entendu. ça se conserve au frigidaire ou à température ambiante? Ça se conserve alors celles qui sont vendues se conservent à température ambiante. Par contre, une fois ouvertes, il faut les consommer. Il faut les utiliser relativement rapidement, dans les 3 mois. Ok. Ok. Mais en général, alors, je suis en train de regarder, est-ce qu'ils mettent des conservateurs? Non. Comme il y a un petit peu d'actifs, des huiles essentielles à l'intérieur, ça joue d'antibactérien naturel, mais tu vois, il y a quand même de l'eau. Non, il n'y a pas de conservateur. Non, c'est juste qu'il faut l'utiliser dans les 3 mois après ouverture. D'accord. Voilà. Mais ça, par exemple, moi, je sais qu'avec mes filles, on les utilise, nous, le matin, comme tonique sur la peau. Ok. Avant, quand on se réveille, on se lave le visage, etc. Et après, on se met un pchit de... Alors, moi, j'utilise l'eau florale de lavande. Ma toute petite, elle a 9 ans. Elle utilise la fleur d'oranger parce qu'elle a une peau sensible. Et mon autre petite, elle utilise la mamélis. Bon, chacune a ses petites eaux florales en fonction de ses goûts perso, Ok. mais voilà, comme tonique, c'est super tous les jours. Donc les 3 mois, on les fait facile hein, avec une eau Hmm. florale. Ça, ça, c'est pas trop court. Et après, bah, tout simplement, hein, vous mettez l'eau florale dans le gel d'aloe vera et vous remuez. Donc ça se mélange très bien parce que le gel d'aloe vera, c'est un gel à queue. Et là, ce qu'on a ajouté, c'est de l'eau florale. Donc, vous
avez un mélange qui se fait très très bien. Vous remettez tout simplement comme ça et vous mettez de côté. Ensuite, vous allez peser de l'huile végétale. Donc l'huile végétale, c'est ce qui va avoir cet effet hydratant parce que c'est occlusif, entre guillemets, c'est-à-dire que ça va déposer sur la peau un léger film protecteur qui va permettre à l'hydratation de rester dans la peau, l'hydratation naturelle de la peau, de rester à l'intérieur de la peau, et en même temps d'apporter un- les propriétés bénéfiques de l'huile végétale qu'on va utiliser. Donc, vous choisissez celle qui est le plus adaptée à votre type de peau. Vous pouvez également, là, encore faire des mélanges d'huile végétale. Bon, moi, j'ai commencé avec le citron, donc on va continuer sur un sérum pour peau grasse. Je vais utiliser l'huile végétale de noisette. Voilà. Et l'huile végétale, vous en pesez 5 grammes. Donc, en général, vous avez un petit doseur comme ça qui vous permet de les doser goutte à goutte. Vous pouvez aussi l'enlever si vous voulez que ça aille plus vite. Après, vous voyez, goutte à goutte, c'est pas fulgurant hein, comme vitesse. Donc, moi, je vais Ouais. l'enlever. Voilà. Et j'en pèse 5 grammes. Voilà. À peu près. Voilà. Et de la même façon, vous l'incorporez dans votre mélange précédent en remuant. C'est tout simple. Pour la conservation, vous ajoutez quelques gouttes de vitamine E. Ça, c'est pour la conservation des huiles végétales. Donc, une ou deux gouttes, ça suffit, hein. Voilà. Une goutte de vitamine E. Et moi, j'aime bien mettre aussi une petite goutte de pépins de pamplemousse pour la conservation antibactérienne, comme j'ai mis de l'aloe vera et des soflorales. Une petite goutte. J'y vais à l'arrache comme ça, vous faites avec la pipette. En général, ces flacons-là, ils sont aussi munis de ces petites choses-là. Donc, ça Oui. va bien. Et vous remuez. Et voilà, votre sérum, il est prêt. Et c'est vrai que Le sérum est prêt et c'est c'est un sérum rapide. qui est rapide à faire, qui est facile à composer. Vous voyez, alors, la texture, elle est super. C'est comme, ça prend la texture un peu mayonnaise. C'est super facile à émulsionner. Ça prend une texture très uniforme. Ça change un peu de couleur, vous voyez. Ça Mhm. prend une couleur un peu plus caramel, là, dans mon cas. Oui, parce que quand tu as mis la aloe vera, pour moi, c'est transparent, la aloe vera. Et là, ce que tu as mis, Non, c'était... en fait, c'est de l'aloe vera dans lequel j'ai ajouté un additif, moi, parce que c'est l'aloe vera que j'utilise au quotidien. Et D'accord. moi, j'avais déjà mis un additif à l'intérieur. Ok, C'est de l'huile de tamanou, qui est ok, très, très colorée. Et moi, tac. j'aime bien l'huile de tamanou parce que c'est un désinfectant. Donc, je l'utilise au quotidien, celle-ci, pour les mains. Quand je Ok. rentre, tu vois, au lieu de mettre comment ça s'appelle? Du gel là, Ah hydroalcoolique, oui. j'aime bien l'huile de tamanou et l'aloe vera. Ça me permet un petit effet désinfectant dans la voiture où que je Mhm. suis, sans avoir les effets desséchants de l'alcool et toutes les saletés des fois qu'on trouve dans Ok. les gels antibactériens. Ok. Donc, c'est pour ça qu'elle est teintée, hein, la mienne. Mais normalement, oui, le gel d'aloe vera, il est transparent. Transparent. Je n'avais pas précisé, mais oui. Voilà. Et donc, vous obtenez voilà, une texture super, super agréable. Et Je est-ce sais que pas si c'est on voit justement, bien. vu qu'elle est marron, est-ce qu'elle teinte un peu Non, pas du elle... tout. Non, Alors là, d'accord. absolument pas. Tu vois, hop, c'est bien, ça se tient. C'est pas gras, c'est pas trop fluide non plus. Ça Ouais, coule ouais. pas, vous voyez. Ça- C'est vraiment l'effet sérum. Quand je l'applique comme ça, je sais pas si on voit bien. J'ai cet effet fraîcheur du sérum classique qu'on trouve un peu partout. Comme
c'est une base de gel à queue d'aloe vera et d'eau florale. Il laisse pas de film gras, mais en même temps, il y a quand même l'huile végétale à l'intérieur qui va apporter les effets bénéfiques et l'effet hydratant d'une huile. Voilà. Et une fois absorbé, donc ça s'absorbe très facilement. On voit que c'est quasiment absorbé par la peau, là, déjà. Ça s'absorbe, ça rentre dans la peau très facilement. Ça laisse pas de film gras. Ça fait la peau douce. Vous avez tous les effets bénéfiques de l'aloe vera, qui sont des effets antibactériens, apaisants, antioxydants, etc. Les bienfaits de votre hydrolat, qui va tonifier la peau, et surtout les principes actifs de l'huile végétale, sans avoir l'effet gras de l'huile végétale. Voilà, là, ma peau, elle est complètement, voilà. Ça a complètement absorbé le sérum. Elle a pas d'effet gras. Je sens qu'elle est quand même très douce Hmm. grâce à l'aloe vera et à l'huile végétale qui la compose. Et voilà. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à appliquer. Soit vous gardez que ça, hein, comme crème de jour fluide, si vous n'avez pas l'habitude de vous mettre des crèmes sur la peau dans la journée, soit ça vous sert de sérum au préalable avant votre crème de jour. Voilà. Et donc, une fois que c'est préparé comme ça, hop, mise en pot. Donc, soit en flacon pompe, hein, soit les petits pots comme ça. Donc, pour les flacons pompe, vous avez en général, quand ils vendent les flacons pompe, il y a toujours des petits entonnoirs qui sont vendus avec. Donc, celui-ci, je ne l'ai pas encore désinfecté, donc je ne vais pas l'utiliser. Soit les petits pots. Voilà. C'est beaucoup plus facile. Hop, vous mettez. Alors, ce que je vous conseille, comme c'est des produits quand même naturels, c'est d'éviter de mettre les doigts dedans quand vous prenez votre crème. Vous prenez, il y a des applicateurs qui existent, comme des petites spatules. Oui. Hmm. Prélevez un petit peu de gel, vous le mettez dans votre main et après vous pouvez l'appliquer sur la peau sans mettre les doigts dans le contenant. Voilà. Et donc on voit qu'avec vraiment pas grand-chose, on a un sérum actif, hein, qui fait le job aussi bien que la Que les les crèmes trois quarts des vendues. sérums. Ah ouais, que Hmm. les trois quarts des sérums qu'on trouve en grande surface. Parce que finalement, les sérums qu'on nous vend, c'est de à quoi? C'est de l'eau gélifiée avec un tout petit peu de principes actifs à l'intérieur. Les Hmm. principes actifs, nous, on les retrouve à la fois dans l'eau florale qu'on utilise et dans l'huile végétale. Rien ne vous empêche, si vous avez l'esprit un petit peu créatif, de rajouter des petites choses, hein. Je sais que maintenant, il y a des additifs cosmétiques qui existent, comme le coenzyme Q10, même on peut trouver de l'acide hyaluronique. Enfin, il y a plein de petits principes actifs qu'on peut trouver en magasin bio ou en ligne dans les Aromazone et compagnie, qu'on peut ajouter Hmm. à la préparation. On peut la personnaliser à l'envie, quoi. Et vraiment, elle est très, très, très facile à faire. Bon, Et après, moi, j'adore. il y a des produits peut-être qu'on ne peut pas mélanger parce que ça, ils s'annulent les uns les autres et tout ça, peut-être, non? Non, alors en eau florale et en huile végétale, non. Vous allez D'accord, juste additionner les bienfaits des produits que vous allez utiliser. Il y a pas d'effet qui s'annule, quoi. d'accord. Il n'y a pas de perturbation d'un ingrédient par rapport à un autre. Ok. Voilà. Non, après, voilà, bon, mes conseils à moi, si vous voulez un sérum anti-rides, c'est eau florale de rose de Damas, enfin hydrolat de rose, avec huile végétale de rose musquée. Si vous avez des cicatrices d'acné, vous pouvez vous tourner vers, et puis que vous voulez quand même un effet anti-rides, hein, rose et argan. Si vous avez la peau sensible, lavande, avocat, ça marche très bien aussi en cas de peau sèche. Pour la peau sèche, vous pouvez aussi faire un petit mélange avocat, géranium. Les peaux grasses, ça sera citron, huile de nem. Et les peaux acnéiques, citron, huile de noisette. Non, ça c'est les peaux grasses, pardon. Citron, huile de noisette. C'est les peaux acnéiques, pardon, l'huile de nem. Je me suis mise dedans. Voilà. Huile de nem, citron, ça c'est les peaux acnéiques. Noisette, citron, les peaux grasses. Nem, citron, les peaux acnéiques. Voilà. Ok. Je m'étais plantée dans mes yeux. Alors, il y a deux petites questions. Que pensez-vous de l'application INC
Beauty. Ah, bah, c'est pas mal. Franchement, moi, je l'aime bien aussi, Incy Beauty. Il y a tout. C'est bien pratique parce que vraiment, tous les ingrédients sont bien détaillés. Et il me semble que dans cette application-là, on a aussi la petite nuance de irritant cutané, mais le produit est quand même bon pour la peau. C'est-à-dire, je m'explique. Ouais. Un produit bio sur Incy Beauty, il va être bien noté. Mais il va y avoir une petite alerte. Attention, il y a de l'huile essentielle de menthe qui Mm. est irritante pour la peau. Voilà. Donc c'est ça que j'aime bien, c'est parce que vraiment, l'Incy Beauty, ça prend en considération les propriétés chimiques des composants. Les composants en tant que molécules chimiques. Et donc avec les risques associés sans tomber dans la psychose absolue de Yuka qui va donner des notes Mm. de 2 sur 20, 5 sur 20, juste parce qu'il y a une huile essentielle, quoi. Mm. Là, on est plus modéré et c'est vraiment une bonne application ouais, pour commencer à se familiariser avec les composants cosmétiques un peu bizarres qu'on voit sur les produits qu'on utilise. Non, je la trouve très bien. Alors, il y a Audrey qui te demande une alternative aux colorations ou aux décolorations des cheveux faites chez le coiffeur. Alors, ça, je sais que les cheveux, pour toi, c'est important, Sophie. Ça, c'est vrai. Tu as sans doute la Bah, moi, réponse. voilà. Moi, j'ai les cheveux colorés et je les avais pendant longtemps colorés avec bah, les colorations chimiques hein, qu'on trouve dans le commerce. De temps en temps chez le coiffeur quand j'avais les moyens. Mais après, je me tournais vers les colorations du commerce et ça a été une catastrophe. Euh, Plus pour la qualité de mes cheveux, pour être franche, que sur la composition. La Mm. composition, elle est nulle. Hein. Elle est vraiment, c'est une catastrophe, les compositions des colorants pour les cheveux, pour la santé des cheveux et pour la santé tout court. Mais je voulais des couleurs un peu pétantes. Moi, j'aime bien mon rouge, là. Et donc, je trouvais jusqu'à présent que seules ces colorations chimiques me donnaient les résultats que je voulais. Jusqu'à ce que je découvre le henné d'Égypte, qui est un henné rouge vif, bien vif. Le henné rouge d'Égypte qui donne vraiment des colorations rouges pétantes. Donc, je me suis dit, il faut que je passe à la coloration naturelle et je ne regrette pas. Vous pouvez obtenir avec le henné des colorations maintenant, aujourd'hui, hein, parce que ça s'est relativement bien répandu et démocratisé. Vous pouvez obtenir des colorations qui vont du miel, châtain mielé, au rouge super facilement. Le blond, c'est un peu plus compliqué, Mm. surtout si on a le cheveu foncé à la base. Après, si on a un cheveu clair et qu'on veut juste améliorer l'aspect de son blond, c'est possible. Hein. Il y a plein de henné maintenant. Enfin, ils appellent ça henné alors qu'il n'y a pas vraiment de henné à l'intérieur. Ce sont des mélanges de plantes qui sont vendus comme une coloration végétale naturelle et qui permettent vraiment d'obtenir des jolis blonds. Mais il faut avoir déjà une base claire. Pour les décolorations, il n'y a pas de miracle. Il n'y a rien d'autre que l'oxygéné chimique, hein, le Mm. perchlorate et compagnie, là, je sais pas quoi, qui permet de décolorer le cheveu. Maintenant, si vous avez un cheveu foncé, comme moi, par exemple, un cheveu châtain foncé, et que vous voulez des colorations rouges comme ça, vous avez des hennées qui marchent très, 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 très bien. Le henné rouge d'Égypte, le henné du Yémen, même les hennées classiques hein, qu'on peut trouver de partout, ça marche super bien. Il faut juste respecter bah, un temps de pause assez long parce que moi, je laisse poser entre 4 et 6 heures sur ma tête. Mais comme le henné, ça a un effet en même temps euh, très positif et bénéfique pour la fibre capillaire et le cuir chevelu, finalement, je le prends comme un soin que je fais le soir avant d'aller me coucher ou la journée si je dois rester chez moi et je peux garder mon truc sur la tête. Et en fait, je soigne mes cheveux avec le henné et en même temps, j'obtiens ma coloration. Ça couvre les cheveux blancs. Non, c'est vraiment très bien. Et moi, je vois la différence. Hein. Depuis que je fais du henné, mon cheveu, alors, j'avais les cheveux très longs, j'ai dû les couper parce qu'ils étaient hyper abîmés par les colorations chimiques. Et là, depuis que je fais le henné, bah, franchement, là, j'ai même pas fait de brushing. Hein. Le cheveu, il est doux, il est bien gainé, c'est vraiment, ça n'a rien à voir. Il est soyeux et tout, c'est vraiment bien. Là, ça va faire peut-être 5 mois que je fais du henné et je vois vraiment la différence sur mes cheveux. Moi, les cheveux très raides, mais là, vous voyez, sans brushing et tout, le cheveu, il est pas rêche du tout.
Donc, ouais, moi, la coloration végétale, franchement, hein, j'en avais des souvenirs dans les années 80, quand j'étais jeune, que j'essayais du henné qui te font les cheveux un peu rouilles, dégueulasses. Là, maintenant, ils ont vraiment fait des progrès. Et si on veut pas se lancer soi-même dans le mélange de plantes colorantes, il y a des mélanges tout prêts qu'on trouve dans les magasins bio, même en ligne, et qui permettent d'avoir vraiment des résultats super intéressants. J'ai ma belle-sœur, moi, qui est pas du tout dans le rouge, hein, qui est plus dans le caramel châtain clair mielé. Et bah pareil, on lui a fait une couleur végétale le mois dernier, toutes les deux. Elle n'osait pas se lancer, elle voulait que je lui fasse. On a pris un mélange tout prêt Mm. de coloration miel et un mélange tout prêt de coloration châtain clair. J'ai fait un petit mélange des deux. On lui a appliqué sur les cheveux et là, franchement, elle dit qu'elle ne reviendra plus jamais à la coloration chimique. Elle a eu un résultat équivalent avec une belle couleur bien prononcée et les cheveux qui sont ressortis tout doux, quoi. Et je pense que ce qui se développe aussi, c'est des coiffeurs Mm. qui se mettent à l'utilisation des produits Ouais, plus alors naturels parce que c'est en tant ça. que profession, les coiffeuses et les esthéticiennes, tout ça, sont quand même assez touchées par, justement, vu qu'elles utilisent à longueur de journée des produits chimiques, toxiques, les mains, tout le temps dans les shampoings, Mm. les traitements. Enfin, moi, dans ma région, là, il y a, je pense, un ou deux coiffeurs qui se mettent à l'utilisation de produits Ouais, plus c'est vrai que ça sains se et plus naturels. démocratise. C'est vrai. Et puis, c'est un argument aussi pour eux pour attirer la clientèle parce que les gens sont de plus en plus concernés parce qu'ils sont de plus en plus informés des problèmes que ça pose Hmm. sur la santé. Hein, c'est tous ces Et puis même l'irritation, hein, l'irritation du cuir chevelu. Enfin, quand on pose un colorant chimique, euh, souvent, enfin moi j'ai des gens qui m'appellent ou qui m'envoient un message en me disant j'ai des plaques dans la tête, je sais pas ce que c'est, si c'est du psoriasis, si c'est de la kératose capillaire, je sais pas, mais j'ai des plaques, j'ai les cheveux, ça démange et j'ai Hmm. des grosses plaques dans la tête. Et ben les trois quarts du temps, ce sont des gens qui font des colorations chimiques Hmm. parce que ça décape et ça irrite les cuirs chevelus sensibles. Donc là, vous affranchissez tout problème avec la coloration végétale. C'est un plus. Et si vous voulez aller un peu plus loin, vous pouvez même rajouter dans votre coloration végétale des poudres de plantes qui vont prendre soin de vos cheveux. Vous avez par exemple le henné incolore. Si vous voulez passer sur une coloration végétale sans henné, vous pouvez rajouter du henné incolore à l'intérieur pour gainer la fibre capillaire, puis donner du volume et du corps quoi, et de la douceur. Vous pouvez aussi rajouter du rassoul. Vous pouvez mettre de l'argile si vous voulez avoir un effet purifiant sur le cuir chevelu, l'argile verte ou de l'argile blanche. Il y a plein de poudres comme ça, même ayurvédiques. Maintenant, on a des poudres d'ashwagandha, des poudres comme ça, avec des noms un peu barbares, mais des poudres ayurvédiques qui permettent de booster le cuir chevelu, stimuler la circulation sanguine, donc à la fois accélérer la croissance du cheveu, euh, lutter contre la chute et avoir un effet bénéfique. Donc, l'avantage quand on fait ces trucs soi-même à la maison, c'est qu'on peut personnaliser ses soins et je vous jure, vous commencez à faire vos soins vous-même. Vous voyez le panel de choses qui vous sont offertes pour pouvoir vraiment adapter vos soins à vos propres problématiques. Et puis en même temps, c'est rigolo à faire et tout. Enfin, moi, perso, je pense qu'une fois qu'on s'y est mis, qu'on voit que c'est simple, parce qu'on se fait toujours un monde Oui, c'est ça. de la formulation à la maison de ces cosmétiques. Mais quand on voit à quel point c'est simple, comme par exemple ce sérum-là, franchement, on l'a fait en 5 minutes avec 4 ingrédients et voilà, ça vous fait un sérum au quotidien super facile quoi, à faire. Quand on voit comme c'est facile, bah derrière, on ose après aller un peu plus loin et oser mettre un peu plus de principes actifs dans son sérum, un peu plus de poudre de plante dans son henné pour les cheveux. Et c'est comme ça qu'on s'y met, qu'on devient accro et après qu'on fait tout soi-même, quoi. Ok. Donc voilà, Bon, bah, je te remercie. C'est toujours très intéressant tout ce que tu expliques, c'est Sophie. gentil, merci beaucoup. Est-ce que je pense qu'il n'y a pas d'autres questions, sinon elles auraient été déjà écrites. Oui. Euh, voilà. Je vous remercie d'avoir assisté Merci à beaucoup. cette conférence et puis merci à toi, Sophie. Je vous en prie, avec grand plaisir. Ça me fait toujours très plaisir de partager tout ça avec les gens qui peuvent être intéressés par le sujet. Bonne fin Merci de beaucoup. journée.
Au revoir.